Le repère olfactif. Oui, si par exemple vous avez un tirage au sort, attaque de face, garde ferme ou fuyante en ring, en premier, le chien va faire son premier exercice, on va prendre par exemple l'attaque de face. Il va ensuite conserver l'odeur de la personne, de l'homme d'attaque qui vient de mordre, pour pouvoir travailler sur la recherche. C'est-à-dire il va enregistrer cet indice olfactif et il va partir sur la recherche avec l'idée de trouver cette personne. Oui, c'est ça. Il va enregistrer l'information et il va pouvoir travailler, il va caler cette information dans sa mémoire et il va pouvoir travailler par rapport à cette information sur un terrain. Donc si par exemple c'est un terrain de ring, bon ça va être relativement simple pour lui puisque les caches sont toujours disposées dans, dans, dans le même ordre, hein, c'est-à-dire vous en avez 3 d'un côté, 3 de l'autre. Par contre, si vous êtes en monduring, vous avez des fouilles de terrain beaucoup plus compliquées. Moi, je me rappelle dans Paris, par exemple, on avait 2 terrains. Il y avait le grand stade que le chien devait fouiller, puis il y avait un tout petit labyrinthe où le chien devait passer par ce petit labyrinthe, et il y avait un deuxième terrain qu'il devait fouiller. Donc là, le chien, il faut bien qu'il ait quand même un indice pour pouvoir trouver l'homme d'attaque. Sans quoi, bon, il va tout fouiller jusqu'au moment où il va trouver quelqu'un. Mais c'est quand même plus intelligent, plus approprié comment dire, plus cynophile de donner un indice de recherche au chien à la base, au départ. Ouais, les juges font attention à ça. Ouais, ouais. Heureusement d'ailleurs. Mais bon, ça arrive que parfois il y a des choses un peu étranges, hein, puisque nous l'avons vu, c'est cette histoire d'attaque arrêtée de recherche derrière. Je me rappelle une fois, j'étais avec François Lelevier. On était tous les deux et on regarde le tirage qui était inscrit sur une feuille. Et on note ça. On voit attaque arrêtée, recherche derrière, et puis ensuite garde aux fermes, enfin bref, les exercices habituels. Et au moment où on découvre la, la- la chronologie des exercices, on se regarde en même temps. On a exactement ce déclic en symbiose, on se regarde et François lit dans mes yeux la détresse et moi je lis dans ses yeux, bon sang, ils n'ont rien compris. Et il nous a fallu juste un regard pour pouvoir identifier qu'on n'était plus du tout en accord avec ce type de principe. Mais bon, si vous avez un juge qui fait très attention à, à la déontologie cynophile, il va corriger ça. Il va dire non, ouais, essayer de faire autrement. Enfin, dans le temps, c'était comme ça. Mais bon, j'ai vu des accroches comme ça sur le règlement un petit peu étranges. Par exemple, au niveau de l'absence du maître, hein, j'ai vu des choses étonnantes. Une fois sur une immobilité, le juge demande au concurrent de faire le contraire en ring 3, c'est-à-dire de mettre le chien dans la cage et lui aller au milieu du terrain. Ça c'est interdit. Parce que si vous voulez, vous allez dans la cage, le chien il est positionné à l'absence, vous avez un moyen de le regarder. Parce que dans la cage, vous avez toujours des petites interstices ou un petit œilleton comme ça, où vous voyez ce qu'il fait. Et ça, c'était stipulé dans le règlement que vous deviez toujours avoir un œil sur votre chien. Si vous faites le contraire, vous ne le voyez pas dans la cage. Ben non, vous ne voyez pas à travers les murs, vous ne voyez pas à travers le bois, vous ne voyez pas à travers la toile. Donc vous ne voyez pas ce qu'il fait dans la cage. Donc d'un point de vue réglementaire, c'est pas possible. Vous voyez, une autre chose sur une marche au pied. J'ai un de mes amis qui dresse extrêmement bien et qui justement a un système pour mettre en place les marches, que ce soit marche au pied, marche muselée ou marche libre, d'une certaine façon. C'est-à-dire que son chien, quand il lui donne l'ordre, il vient se coller à lui et il part. Il a perdu des points parce que le chien était collé à lui. Il n'est pas collé à lui au départ, il est collé à lui dans l'exercice.
et un juge lui enlève des points en lui disant voilà, non, parce que ce juge-là jugeait beaucoup de discipline et il a appliqué, si vous voulez, une pénalité qui est en obéissance mais qu'il n'y a pas en règle. Donc on a beau lui dire, bah non, le juge dit non, c'est comme ça, c'est voilà. Donc on arrive sur des dérives comme ça parce qu'on n'a pas une définition simple de l'exercice. Il faut que la définition elle soit le plus simple possible et surtout claire pour tout le monde. Par exemple, un jour sur un retour d'attaque, le chien revient et quand il est au pied du maître, il saute. Ou alors il patine avec les pattes avant comme ça. Les Malinois font beaucoup ça, ce genre de choses-là. Et le juge lui enlève des points en lui disant votre chien n'est pas immobile. Alors là encore, qu'est-ce que ça veut dire immobile? Où le juge a vu que le chien, quand il était sur un retour au pied, il devait être immobile. Immobile, si on prend l'immobilité, c'est-à-dire l'absence du maître, on parle souvent d'immobilité. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez votre chien assis ou couché et qu'il bouge la tête? Il n'est pas immobile. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous enlevez des points? Est-ce que le chien, quand il est à l'absence du conducteur, ça doit être une statue? Est-ce qu'il est noté ça sur le règlement? Non, il ne doit pas bouger. Voilà, c'est une absence du maître. Le chien, il est dans une position assise, il est dans une position couchée. S'il bouge la tête, s'il remet les oreilles, il a le droit. L'essentiel, c'est qu'il ne se lève pas. S'il se lève, par contre, s'il change de position, là, par contre, il perd des points. Voilà, donc vous voyez, le terme immobile, il faut bien le définir au départ. Oui, mais c'est ce qui arrive quand vous avez des juges un peu trop zélés. Vous avez par exemple une année, j'ai vu un gars perdre des points sur un truc complètement dingue. Le chien réussit sa garde ferme, il perd un point, je crois, ou deux sur sa garde ferme, et le conducteur lui dit mais où je perds un point, le chien a fait son exercice parfaitement, j'ai pas de coup de dent, j'ai rien, et là le juge lui dit oui, vous avez pas de coup de dent, mais le chien avait l'intention d'en donner un. Oui, mais entre l'intention d'en donner un et le donner, il y a quand même un petit pont là quand même. Donc voilà, on tombe sur des interprétations comme ça. Pourquoi? Parce que le règlement est trop interprétable. Il ne faut pas laisser de doute à l'interprétation. Il faut juger les compétences du chien avant tout. Pourquoi? Parce que la vérification de l'exercice doit être constante, réaliste et adaptable dans le domaine utilitaire. Toujours. Bah oui, parce que la dangerosité d'un programme mécanique, elle est là justement. Si vous mécanisez trop, comment dire, le chien sur un exercice, sans faire attention à sa réflexion propre, vous allez compromettre beaucoup de choses. Mais bon, vous ne pouvez pas reprocher ça à un dresseur, parce qu'un dresseur, il fait de la compétition canine, il joue avec les cartes que vous lui donnez. Donc lui, il va vite trouver un avantage pour accumuler un maximum de points. Alors si vous avez affaire à un dresseur intelligent, il ne va jamais compromettre une génétique, un atavisme, une déontologie. Il va toujours faire en fonction de l'esprit même de la discipline. Mais bon, vous avez des anciens dresseurs qui vont passer le flambeau à des nouveaux qui ont peut-être un petit peu moins la fibre que les anciens, parce que nous, on a quand même eu une école. On vient tous, si vous voulez, d'une école où les anciens nous ont d'abord appris la philosophie, la déontologie, avant la pratique. On ne faisait jamais rien pour rien. On ne faisait pas un exercice comme ça gratuitement parce qu'on nous a dit voilà, il faut mettre le chien comme ça puis faire ça. Non, on a essayé toujours de savoir pourquoi. Vous voyez? Ça, c'est quand même très important. Après, si vous avez par exemple un dernier cas qui m'avait vraiment étonné. Prenez l'attaque de face, je voyais énormément de chiens ne plus taper l'homme d'attaque. Avoir une petite divergence d'entrée en se disant attaque arrêtée, attaque de face, attaque arrêtée, attaque de face, et hop, dans le doute je m'esquive.
je fais demi-tour, et hop, je monte et je prends au bras. Je l'ai vu très souvent, ça. Je l'ai d'ailleurs signalé au club de race en disant qu'il faut faire très très attention avec ce système-là. Oui, c'est logique. Un dresseur de haut niveau, il va préférer perdre un point d'esquive en assurant son arrêté derrière que de perdre 20 points à arrêter. Hein. Vous voyez le dysfonctionnement jusqu'où il peut aller. Si vous mettez une vraie pénalité au niveau de l'esquive, si l'esquive coûtait un demi-point dans le temps, c'est ridicule. Un point, c'est ridicule, mais si vous mettez une esquive à -5, là ça change tout. Hein. Là le gars il va pas se permettre de perdre -5. Hein. Donc il va travailler l'entrée, il va vraiment travailler ça. Donc si vous avez déjà un chien qui a un instinct de prédation très fort sur l'entrée, ça va aller vite. Vous n'aurez pas besoin de travailler ça très longtemps, ça va aller vite. Et puis vous n'aurez pas non plus besoin de casser quelque chose, parce que je vois des gens aujourd'hui qui sont dans l'excès inverse. Le chien il n'a pas fini sa phase de débourrage, qu'il est déjà mis techniquement sur les attaques de face. Alors là, vous lui pétez l'entrée directe. Comme ça, le chien il va réfléchir pour prendre une latérale pivot, ou pour se centrer, ou des choses comme ça, et vous allez casser sa vitesse d'entrée. Donc faut pas faire ça. Il faut travailler sur l'aspect naturel du chien, le laisser faire ce que lui, il aime. Comme ça, vous, déjà, vous allez pouvoir analyser vraiment votre chien, ce qu'il vaut. Est-ce qu'il a une entrée naturelle? Est-ce qu'il pousse? Est-ce qu'il, même s'il n'est pas très rapide, est-ce qu'il est très attentionné dans son travail? Et un bâton, est-ce qu'il va aller dessous? Est-ce qu'il va aller dessus? Etc. Tout ça, ça se calcule dans une attaque. Mais si vous la déformez avec l'attaque arrêtée en disant oh non, non, mais si le chien, l'homme d'attaque fait un simulacre d'esquive, qui passe à côté et puis qu'après il mord au bras, c'est pas grave. Ah oui, mais là vous déstructurez tout et vous cassez même l'esprit de la discipline, parce que le ring c'est pas ça. Hein. Ça c'est du boulot, Pilou, bien. Voilà, oui, 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 oui. Ça c'est du boulot, ça c'est du boulot. Ouais, ouais. Ça c'est du boulot. Oui, oui, oui. Ça c'est bien, ça c'est bien. Oui, très bien, très très bien, très bien. Oui, superbe. Voilà, prenez tout. Hein? Voilà, voilà, voilà. Mustangan! Voilà. Mustangan! 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 Bien ça, ouais. Ça c'est bien ça. Voilà, ça c'est du boulot. Ça c'est du boulot. C'est super. Mustang attaque! Mustangan! Mustangan! Ne laisse pas reculer. Voilà. Mustangan! Oh là là, mon pauvre monsieur. Comment il va la chercher? Comment il fait?
Ah oui, moi je parle de ce principe. Tout doit être vérifié à 100%. Toujours. Quand je sélectionne, à l'époque, quand je sélectionnais un chien pour devenir un futur étalon chez moi, il fallait qu'il soit vraiment à 100% dans le travail. Ouais. Quand vous avez, à une époque, vous aviez des grands champions de travail, comme Voltaire, par exemple, ou Bachelot Mutin, ou Snap, ou Otard, ou Robin, Quick, tout ça. C'était des chiens qui avaient des exercices vraiment ancrés en eux. Hein. Vous avez vu sur quelques films d'époque, hein, quand vous voyez Badge à la palissade, 2,50 m pour lui, c'était de la blague. Hein. Nous, on avait un fils de Badge chez nous à l'entraînement, Diams. Il sautait de 2,50 m avec 1,50 m d'élan à l'aller, on le mettait à peu près à la ligne blanche. Là. Et au retour, il collait sa tête sur les planches. On n'a jamais pu le mettre au fond de la petite courette. Il était collé aux planches. Ah, on se disait, bon sang, il va jamais faire le retour. Collé comme ça. Ah bah, coup de trompette, James, hop, James il était en haut. Hein. Et c'était, mais alors, un jeu d'enfant, quoi. 2,50 m. Donc quand j'ai vu tout le pataquès, là, quand ils ont dit, oh mais la palissade, non mais je dis, les gars, vous rigolez, vous plaisantez. La palissade, ça n'a jamais été un gros problème. Pour les bergers allemands. Ça c'est pareil, c'est de la science-fiction ça. Les bergers allemands à la palissade, moi j'ai vu des bergers allemands qui sautaient aussi bien que des malinois, sans problème. Bah oui, c'est pas la palissade, c'est pas le berger allemand n'a pas de problème à la palissade. Vous m'auriez dit, la haie avec le fossé devant, c'est un peu plus compliqué. Et c'est typiquement belge, puisque le ring français, son ancêtre c'est le kennel. Donc fatalement, les bergers belges sont avantagés puisqu'ils pratiquent une discipline depuis une centaine d'années. Le berger allemand ne vient pas de cette école. Donc vous m'auriez dit, là, il y a un problème pour le berger allemand. Je dis oui, peut-être. Et encore, j'ai vu des bergers allemands à la haie, 1,20 m avec le fossé d'1,50 m devant, c'était rien du tout pour eux. Quoi. Après, c'est une histoire de sélection, je pense. Voilà, c'est pas une question de race. Au niveau des sauts, l'étymologie, les précurseurs qui ont mis en place le programme de ring kenneliste, donc l'ancêtre du ring français, ont pris en compte ce que le chien faisait au naturel. C'est comme ça qu'ils ont mis les normes en place. Parce que les cotes, il n'y a pas un gars qui s'est levé le matin en disant voilà, on va faire ça, on va faire sauter 1,20 m au chien, 4 m. Non, ils ont pris en compte ce que faisait le chien dans la nature. C'est-à-dire que les bergers, il y a une région en Belgique qui s'appelle les polders, et ils ont des petits. C'est une sorte de petit. C'est un chenal comme ça. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, parce il faut le voir pour bien se rendre compte. C'est un chenal, des petits chenaux comme ça. Donc il y en a un qui fait 1,50 m, qui est collé au pré. Il y a le pré ou la pâture qui est là, avec une petite haie, et le gars envoyait son chien par-dessus. Donc il sautait 1,50 m. Le petit chenal, la petite rivière, plus la haie. Il tombait sur le pré où il y avait les bêtes. Il les rassemblait, où il vérifiait, il faisait le travail que le berger lui demandait et il le rappelait. Le chien, hop, il revenait. Et un peu plus loin, dans une autre région, vous avez le même chenal, mais celui-là il fait 4 mètres et parfois il fait plus de 4 mètres. Donc le berger arrivait, il envoyait le chien par-dessus, donc le chien sautait ce fameux chenal, il ramassait les bêtes, il les escortait. Pendant ce temps-là, le berger, lui, il était de l'autre côté, il montait. Une fois que les bêtes étaient ramassées, le berger traversait un petit ponton ou allait à l'entrée du pré ou de la pâture, et ils partaient tous ensemble avec les bêtes. Voilà comment que ça fonctionnait. Donc les gars se sont dit, si le chien il est capable de sauter 1,50 m plus une haie d'1,10 m, 1,20 m,
on va prendre ça comme norme. S'il est capable de sauter 4 mètres de long, on va prendre ça comme norme. Voilà comment les gars ont attribué ça sur le terrain. Ils ont pris quelque chose de vérifiable et ils l'ont mis sur le terrain. Ils ont dit voilà, on va toujours travailler nos chiens comme ça parce que dans le milieu, si un jour les bergers ont besoin de chiens, au moins ils savent faire ça. Ensuite, au niveau de la palissade, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. La palissade, il y a plusieurs... on a essayé d'identifier plusieurs possibilités d'étymologie. Et je pense qu'en fait, elles se regroupent toutes dans une. Le gars qui avait un chien policier parce il faut savoir aussi une chose au niveau des chiens de police. Vous verrez, j'ai écrit un article pour le club où je raconte un peu comment on est passé du chien de berger au chien de police, avec bien sûr les démonstrations canines au milieu. En fait, les premières... on pense toujours que c'est la France qui est à la base de ça, grâce au préfet Lépine, mais en fait, il y avait déjà eu un peloton canin à Gand, et avant. Et beaucoup se sont inspirés de ce qu'ont fait les Belges pour mettre aussi une cynotechnie en police, en gendarmerie, chez les militaires, etc. Les pelotons cynophiles ont été créés comme ça. Donc les premiers sauts, on va dire, de grimper, parce que à la base, la palissade, ça n'a jamais été un saut, c'était un exercice d'escalade. Le chien doit monter et descendre, toujours. On apprend toujours au chien à monter et à descendre. Au début, les précurseurs, pour éviter les chiens un peu trop fous qui risqueraient de se blesser ou de se tuer sur une descente ou choses comme ça, ils apprenaient à leurs chiens à monter sur des escabeaux. Donc là, barreau par barreau, ils ne peuvent pas aller très vite. Même s'ils vont vite, ils sont obligés de contrôler. Et les dresseurs voulaient toujours un chien contrôlable. Ça, c'était obligatoire. Parce que si vous avez un chien fou qui monte, comme on voit là, les gars accrocher des boudins en haut, et on voit le chien fou monter à fond la caisse et puis attraper le boudin, ça sert à rien de faire ça. Encore une fois, c'est de l'énergie dépensée pour rien. Il faut toujours que le chien monte, se stabilise, regarde ce qui se passe et descende. S'il arrive en haut et qu'il saute, ça sert à rien, il peut se tuer. Donc le but, se tuer ou se faire très mal et ne plus pouvoir remonter. Donc le but du jeu, c'est pas ça du tout. Donc le but, les précurseurs voulaient des chiens capables de fouiller dans des endroits précis. C'est-à-dire un chien qui soit capable de rentrer par une fenêtre, par exemple. Donc si vous avez un mur un peu capricieux avec un rebord, chose comme ça, vous vous rendez compte que le chien, là c'est un effort vraiment et d'intelligence de réflexion et un effort physique pour pouvoir passer par une fenêtre, par exemple. Il y avait aussi le même problème quand on faisait fouiller un jardin. Donc le chien, parce que la véritable appellation de la palissade avant, c'était le saut de cloison. Le gars mettait son chien devant une cloison, quelle qu'elle soit, en la matière. Le chien grimpait, arrivait, descendait, fouillait tout le terrain, le jardin ou l'endroit où le maître chien lui avait demandé ou le policier lui avait demandé de fouiller. Et s'il n'y avait rien, hop, il revenait. Donc pour authentifier l'exercice, la cache, la recherche, la cache, au départ, c'était pas des caches comme on a aujourd'hui, des trucs comme ça. C'était une petite maison en bois, avec 2 fenêtres. Et le chien fouillait le terrain, donc le chien ne savait pas où était l'homme d'attaque, parce que les premiers championnats, l'homme d'attaque pouvait se cacher sous des fagots de bois, il pouvait être n'importe où. Et sur le terrain, il y avait cette petite maison en bois. Donc le chien fouillait partout, il voyait cette maison en bois, hop, il passait par une fenêtre. Il fouillait dans la maison, si le malfaiteur était dans la maison, il aboyait. Auquel cas, le maître arrivait et sécurisait l'endroit. S'il n'y avait personne,
dans la maison et que le maître pouvait être agressé à l'extérieur, le chien ressortait par la fenêtre. Voilà comment ça se passait. Donc c'est pour ça que vous voyez sur certaines vieilles photos du début du siècle, notamment sur le chenil d'Axe, là, où il y a tous la chapelle, où il y a tous les Grenendal, vous voyez une palissade avec un petit carré. Parce qu'ils apprenaient beaucoup ça sur l'exercice de la palissade. Alors après, ils montaient les planches, selon la possibilité et la technique du chien à escalader la palissade. Donc, si vous voulez, le chien devait toujours monter et descendre. Il ne devait jamais sauter d'en haut. Ça, c'était interdit. Donc, les dresseurs de l'époque travaillaient beaucoup ça, mais c'est pas dur à faire ça. C'est un débourrage, hein, comme un débourrage de mordant. Je ne sais plus qui me demandait tout à l'heure pour les bergers allemands. Les bergers allemands, même si vous aviez des bergers allemands un petit peu plus lents qu'un malinois sur la palissade, vous l'amenez devant, il sait ce qu'il a à faire. Parce que c'est son école. Mais vous avez certains bergers allemands, faut leur expliquer, faut le débourrer l'exercice. Voilà. Vous n'allez pas, comme quand vous faites du mordant, vous n'allez pas faire une attaque lancée sans être certain que le chien mord très bien à la jambière, mord très bien au costume. Vous n'allez pas lancer le chien comme ça. Ben voilà, là c'est pareil. Hein. Vous vous assurez que le chien sait exactement monter. Il a une belle performance de montée. Vous lui apprenez à descendre, vous lui apprenez à descendre, et vous calez tout en même temps. Le problème, c'est que quand on est arrivé à 2,30 m, le saut pour un malinois était tellement facile que qu'est-ce qu'on fait la plupart des gars, mais pas à mal, parce qu'ils n'ont pas la culture de l'exercice. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté une balle par-dessus. Si tu jettes une balle par-dessus une palissade, le malinois il voit que la balle. Hein. Lui, il est déjà en haut, hein, avant que la balle elle ait touché le sol. Le problème, c'est que quand il arrive en haut de la palissade, qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur la balle. Si tu fais la mise en place direct, qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur la mise en place. Il n'a pas la réflexion de descente. Il faut lui apprendre ça. C'est un débourrage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par un lien atavique? Au bout d'un moment, on avait des chiens malinois qui se catapultaient naturellement. Et les gars qui travaillaient correctement avec une montée et une descente, ils n'arrivaient même plus à fixer. Tellement le chien il était pressé de descendre. En plus, vous avez cette action au retour. Parce que le chien, quand il arrive, il voit le maître. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'une envie, c'est d'être au pied du maître. Donc vous êtes obligé, là encore, de retravailler en disant non. Tu descends quand même et ensuite tu viens te positionner à côté de moi. Voilà, ça s'apprend, c'est un débourrage. Voilà, que ce soit un béat, un malinois, un Grenendal, un bosseron, ce que vous voulez, c'est un débourrage. Et si l'exécution de 100% de réalisation dans la palissade, vous ne l'intégrez pas dans la feuille de pointage, ça, les gens ne vont pas faire gaffe. Parce qu'ils ne connaissent pas tous l'étymologie de la palissade. Je vous le dis encore, ils ne font pas ça à mal. Ils font ça pour se dire, voilà, on va aller plus vite, ce sera plus simple pour le chien, on va récompenser le chien, il sera content. Je ne sais pas, ils ont plein de raisons de travailler comme ça. Mais si vous, en tant que membre du GTR ou si vous avez une influence dans les instances du ring en disant ah non, une palissade c'est une escalade. L'étymologie c'est ça. Le chien il est noté sur comment il arrive en haut et il est noté sur la descente. Ça c'était très facile à faire. Hein. Il suffisait juste de mettre une cible au milieu. Le chien montait, descendait, touchait la cible, allait se mettre en place. Et il avait le quota de ses points. C'était aussi simple que ça. Hein. C'était pas la peine de mettre des plans inclinés, des trucs, des bascules, des balançoires. On a une palissade au jour d'aujourd'hui, on est la risée du monde. On avait les plus beaux sauteurs du monde, enfin, même en général, parce que nos sauts, c'est quand même les Français qui avaient les sauts les plus performants. Et aujourd'hui, on est la risée du monde. Les mecs, ils nous voient. Moi, j'ai discuté avec des étrangers, ils nous voient avec ça. Ils disent, mais qu'est-ce que vous fabriquez là? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Comment
comment quelqu'un a eu l'idée de faire ça? Ça n'a ni queue ni tête. Jamais vous retrouverez un truc comme ça dans le milieu réel de l'utilisation. Jamais. Pourquoi faire quelque chose qui sert à rien? Ça, je vous le dis encore une fois, ne dépensez pas votre énergie à faire des choses inutiles. Les gens qui font grimper des chiens à 4-5 mètres de haut là, pour attraper un boudin, expliquez-moi à quoi ça sert. À quoi ça sert? Voilà. Moi, je veux bien travailler sur une nouvelle discipline, je veux bien tout ce que vous voulez, mais expliquez-moi à quoi ça sert. Voilà, c'est tout. Ça n'a aucun. On va me dire, oui, mais la détente, la détente. La détente du chien, si vous vous rendez compte, s'il rate son coup et qu'il se tue, dans le milieu réel, ça vous fait une belle jambe, hein, qu'il soit capable de monter si haut. Nous, on a fait des concours de saut de palissade, des grimpées de palissade, des concours. Des concours où des chiens montaient à 3 mètres, à 3 mètres 20, 3 mètres 40, 3 mètres 50. Mais en haut, il y avait toujours quelque chose pour les réceptionner et les tenir. Hein. Et le maître accompagner le chien a été systématiquement en dessous au cas où. Hein. Donc tout ça, il faut faire très attention. Et je pense que déjà, un chien qui arrive à monter 3 mètres 40, 3 mètres 50, voilà, c'est déjà très bien. Aller chercher un malfaiteur à 3 mètres, 3 mètres 50, voilà, il n'y a pas besoin de monter à 6 mètres de haut. Hein. Puis vous savez, quand vous regardez et vous analysez une palissade et le travail à faire sur une palissade, il faut vous mettre à la portée du chien. Asseyez-vous dans l'herbe, au pied de la palissade, et regardez ce que ça fait. Et regardez ce que le chien voit. C'est pas ce que vous voyez vous. Hein. Alors après, le chien, quand il s'élance, évidemment, si vous prenez un malinois qui se met debout sur ses pattes arrière, il est grand. Mais au départ, lui, il ne voit pas ça comme ça. Hein. Donc, il s'élance sur quelque chose, pour lui, de très haut et de compliqué. Donc, il y met tout son cœur. Si vous ne contrôlez pas ça, qu'est-ce qui se passe? Il peut descendre aussi vite et se jeter. Ou si vous grimpez, vous avez fait un peu d'escalade. Quand vous arrivez à 3,50 m ou 4 mètres de haut, vous ne sautez pas d'en haut. Hein. Vous redescendez le plus bas possible pour sauter. Et là, c'est pareil. Lorsque vous travaillez un exercice, vous devez toujours avoir l'appréhension et la teneur de l'exercice, vous, en tant qu'humain, et au niveau du chien. Toujours. Si vous comprenez ce qu'il voit, ce qu'il ressent, et comment il va faire pour passer par-dessus, en haut, etc., vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand vous enlevez, par exemple, le petit fossé de la haie, si vous faites si vous avez fait un peu d'athlétisme dans votre vie, quand vous allez sauter, par exemple, une haie, avec rien devant, vous allez la sauter d'une certaine façon. Si jamais, devant, vous avez un trou d'1,50 m ou de 2 mètres rempli d'eau, la haie, vous n'allez pas du tout vous y prendre de la même façon. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc là, il faut aussi réfléchir à ce système. Ah bah oui, sur le fossé, c'est pareil. Mettez-vous assis dans l'herbe et regardez un saut en longueur, qui ressemble à rien. Faut avoir l'envie de passer par-dessus. Hein. Vous savez, le fossé et cette histoire de trou, les deux devaient vraiment cohabiter ensemble. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Quand j'ai expliqué ça à nos instances, moi, j'ai rien inventé. Hein. C'est ce qui se passait avant. Les gens, les cynophiles en Belgique, ils faisaient sauter leurs chiens par-dessus des fossés. Mais quand ils faisaient des compétitions dans les stades, il n'y avait pas de trou. Hein. C'est pour ça qu'on a des clés sur nos sauts. Les gars, pour faire un saut en longueur factice, ils amenaient des clés. Ils mettaient une clé comme ça, le chien sautait les deux clés. Ils appelaient ça le saut en largeur. Et quand ils mettaient les clés comme ça, c'était en longueur. Donc ils mettaient deux clés comme ça. En général, il y avait un rondin au milieu. Puis après, les clés, ils les ouvraient. Pour que le chien saute vraiment le plus loin possible. Et de l'autre côté, les deux clés étaient comme ça. Étaient parallèles. Ils faisaient ça. Et ils étalonnaient comme ça les meilleurs sauteurs. Ils avaient le rapport visuel du trou dans la nature, puisque dans la nature, ensuite, ils ont vite compris qu'il fallait faire un trou sur le ring. Donc c'est pour ça qu'encore en Belgique, vous voyez des vrais fossés, où le chien saute un fossé vide, il n'y a pas de clé,
et il saute un fossé avec une clé. L'étymologie, c'est ça. Tout s'est accroché. Nous, si en 1900, après 95, on avait dit, voilà, vous n'êtes pas d'accord pour faire des trous dans votre stade, monsieur le maire. Ok, pas de problème. On va prendre un saut en longueur plein. Voilà, le chien venait de faire un sélectif, admettons, avec des sauts en fossé. Il allait faire la finale avec un saut plein. C'était pas grave. On se disait au contraire, le chien il est capable de sauter et un trou et un saut plein, c'est super. Qui plus est qu'en finale, moi j'ai vu beaucoup d'histoires là-dessus, hein, mais bon, vous savez, les sauts on les faisait quand même derrière les buts, hein, on les faisait pas en plein milieu du stade, hein, on défonçait pas l'herbe du stade. Donc voilà, pour la haie c'était pareil. Vous voulez pas qu'on fasse de trous dans votre stade? Pas de problème, on va faire un coffrage. On faisait un coffrage tac, en résine ou un coffrage en bois, on plaçait devant la haie, et voilà, c'était réglé. On gardait nos sous. Et plutôt que de garder 40 points d'allure générale, stupide qui ne servent à rien, on créait un autre saut, on en faisait 4, comme en Belgique. En Belgique, ils ont 4 sauts. Voilà. Et là, on peut vraiment parler de chiens avec des éléments de saut concrets. Le chien, il a 4 sauts. C'est à nous de réfléchir sur un 4e saut, ce qu'on veut. Eux, ils ont une haie fixe, une palissade, aller-retour. Donc, une palissade paroi droite ou un NVBK, aller-retour. Ils ont un fossé à vide, puis avec une clé. Et après, ils ont ce qu'ils appellent eux, le moulinet, c'est-à-dire l'ancienne haie qu'on avait nous jadis. Un fossé d'1,50 m, cela est. Voilà. Mais c'est pas une haie à barre, hein. Ils ont une haie tourniquet. Hein. Et oui, parce que les Belges, ils ont un cerveau. Donc, ils travaillent toujours comme ça. Et eux, ils ont une constance de saut réelle. Vous ne déplacez pas une masse de 40 kg par-dessus des sauts comme vous déplacez une masse de 30. Hein. Donc ça, c'est pareil. Il faut y réfléchir. Quand on parlait du berger allemand qui était un petit peu plus lourd que le malinois, etc., c'est encore une histoire de débourrage. S'il faut mettre un an et demi à débourrer un saut, mais que le saut il soit bien fait, qu'il rentre dans une matrice génétique, qu'il ait un complément vraiment analysé, clair et précis du saut chez le berger allemand, pas de problème. Moi, je vous assure que cette histoire du berger allemand qui saute pas, c'est un mythe. Hein, ça, hein. Moi, j'ai vu des bergers allemands sauter très, très, très bien. Voilà. Alors d'un côté, vous avez des gars du berger allemand qui disent que c'est le meilleur sauteur du monde parce qu'un jour, ils ont vu un berger allemand sauter à 3,50 m et puis la norme a été enregistrée à 3,50 m sur la palissade, mais en Belgique, sur les marchés belges, dans le temps, 3,50 m, il y en avait plein de malinois qui sautaient 3,50 m. Hein. Des malinois et des Grodendal. Il y en avait beaucoup, c'est pas... Voilà. Donc d'un côté, vous avez des gens qui pensent que c'est comme ça, de l'autre, non, c'est comme ça. Non, non. La vraie bonne norme, c'est 2,50 m. Un saut d'échauffement à 2,30 m et un saut à 2,50 m. Voilà. Et on vérifie l'aptitude avec une courette derrière pour que le chien n'ait pas 100 mètres d'élan. Hein, parce que si vous avez trop d'élan derrière, vous avez des chiens qui frappent la palissade. Ils attaquent la palissade. Et auquel cas, ils ne sont plus dans l'esprit félin de grimper. Tout ça, c'est une histoire aussi de travail, de débourrage et d'anatomie. Un jour, on en parlait avec Gilbert Guével, qui m'avait fait remarquer que les chiens qui avaient des épaules un peu entrantes comme ça, avaient moins de facilité sur la palissade. Je n'avais pas fait attention à ce point de détail. Donc j'ai vraiment pris mon cahier et j'ai pris des notes sur des chiens qui avaient une structure anatomique avec des chiens un peu costauds, petits, trapus comme ça, avec des grosses épaules un peu. Effectivement, ils n'ont pas du tout la même approche du saut. Et dans la réflexion, et dans la mise en place, et dans le départ. Vous voyez? Donc après, il ne faut pas non plus, quand on travaille génétiquement, il ne faut pas contrarier toute sa famille et toute sa valeur génétique qu'on a mis à construire son cheptel, son propre cheptel d'élevage, avec un chien qui pourrait peut-être compromettre ça. Il faut aussi faire attention à ça. Les chiens qui ont les dos plats, qui ont des aplombs un peu étranges, etc. Tout ça, ça se regarde sur un saut. Je ne sais pas si aujourd'hui les jeunes font toujours ça. Mais nous, on faisait très très attention à ça. Et c'est pour ça qu'on avait des chiens qui sautaient très très bien. Démonstration de saut de palissade. Vieille discipline pratiquée sur les champs de foire de France et de Belgique depuis le début du siècle, il était courant de voir les épreuves débuter à 2,80 m de hauteur. Dans les débuts du ring,
Il n'y avait aucune limite de saut et certains champions sautaient 3,50 m à la palissade, 1,50 m à la haie et 7 mètres en longueur. Depuis l'après-guerre, les hauteurs sont codifiées et les concours de saut disparaissent de nos places publiques. Ce chien vient de grimper 3,40 m, son meilleur record à ce jour et meilleure performance mondiale connue.